La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver pour un nouveau numéro de B2B en partenariat toujours avec la GFI et son rédacteur en chef Frédéric Lelièvre. Bonjour. Bonjour Vincent Magny, un patron qui aide les entrepreneurs. Voilà le profil de notre invité cette semaine, Vincent. Il est directeur de la Fondation genevoise pour l'innovation technologique, la FONGIT. C'est le premier incubateur pour start-up qui a été créé en Suisse et qui fête cet automne ses 30 ans. Antonio Gambardella, bienvenue dans B2B. Merci beaucoup. Merci d'être là. Avant de s'intéresser à la FONGIT et à son fonctionnement aussi, portrait. Antonio Gambardella, vous êtes titulaire d'un master en économie obtenu à l'Università Bocconi à Milan. Vous avez travaillé dans le capital risque. Vous avez même cofondé un fonds spécialisé dans la technologie basé en Suisse, mais aussi en Italie, en Californie. 2014, vous prenez la direction de la FONGIT. Comment est-ce que ça s'est fait ? On est venu vous chercher de quelle manière ? C'est fait comme les choses se font dans la vie. Ce sont des occasions, ce sont des opportunités, c'est les moments, c'est les bons moments et les bons timings. En fait, ça vient de ma carrière, je pense. Dans les capital risques, on apprend très vite que souvent, on essaie d'aider les entreprises, surtout quand on démarre très jeune et on démarre les capital risques dans des sociétés qui sont très très jeunes, comme je l'ai fait en fait, on appelle du pre-seed, donc c'est de l'amorçage, du pré-amorçage. Ce qui se passe, c'est que souvent, on commence à avoir des intérêts qui, au lieu de converger avec les entrepreneurs, vont en fait créer un écart avec le temps. Parce que si vous donnez de l'argent à une société qui démarre, après, cette société souvent a besoin de plus de temps parce que l'entrepreneur se trompe, l'entrepreneur n'est pas prêt, les produits n'est pas prêt, le marché n'est pas prêt. Et là, c'est où le temps passe et au contraire, l'investisseur a plus de pression à vouloir sortir de son investissement. Donc, c'est ça mon expérience dans les capital risques qui m'a fait un peu comprendre que pour aider vraiment les entrepreneurs, surtout en démarrage, il fallait faire différemment. Dès que j'ai eu l'opportunité quand j'ai quitté les capital risques, un peu abandonné les côtés obscurs de la force, j'ai eu un peu d'autres opportunités et finalement, la FONGIT était exactement ce qu'il fallait faire, à mon sens, pour aider les entrepreneurs qui démarrent. Comment est-ce que la FONGIT s'est présentée sur votre chemin ? Comment ça s'est fait ? Ce sont des occasions qui arrivent. Donc, j'avais quitté les mondes du capital risque et j'avais commencé à faire des investissements directs dans des sociétés toujours technologiques, mais toujours cette fois à côté des entrepreneurs. Et pour finir, j'ai eu cette opportunité de rejoindre cette fondation qui répondait exactement aux besoins que je pense sont importants. Vous ne la connaissiez pas avant, hein ? Non, je ne connaissais pas avant. C'est une fondation très genevoise, très visionnaire dans l'esprit de son fondateur, mais qui restait très attaché à un monde assez, je dirais, enfermé. Et donc, même mon arrivée, c'était une occasion, et je dirais également avec le courage de la direction à l'époque qui a décidé de m'engager pour ouvrir cette fondation, en fait. Le capital risque, les rencontres avec toutes ces entrepreneurs, ça ne vous a jamais donné envie de vous lancer vraiment dans l'entrepreneuriat ? Pas vraiment. J'ai tellement de respect pour les entrepreneurs qui font les métiers probablement plus compliqués au monde. Et la seule chose que je me suis rendu compte, c'est qu'il faut naître entrepreneur dans l'esprit et dans la volonté, dans l'ambition, dans la capacité de vouloir changer le monde. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Après, on peut apprendre à devenir entrepreneur selon les outils. Ça dans la matière. Hein. Mais oui, mais sinon le drive, donc le grit, comme on dit en anglais, donc la volonté, l'envie, voilà, c'est quelque chose qui on le comprend tout de suite si on l'a ou pas.
Dans votre parcours, il y a ce fil rouge, l'innovation. D'où vient cette appétence, c'est pour la nouveauté, la découverte? Ça vient d'où? Ouais. Si on peut comprendre tout de suite qu'on est ou pas entrepreneur, on peut comprendre également très, très vite les choses qui nous passionnent. Et l'innovation était toujours très passionnante pour moi. C'était l'innovation en tant que processus de transformation d'une idée, d'une invention, d'une recherche en valeur économique. C'est ça l'innovation. Donc, à partir d'une idée, d'une invention, la faire devenir quelque chose qui a un impact économique, et dans mon cas de la Fongite également social, avec la création, par la création d'un produit ou d'un service, avec la création d'une société. Cet acte de transformation, c'est l'innovation. Et c'est pour moi la chose la plus intéressante au monde à faire, au moins dans le niveau professionnel. Vous avez côtoyé énormément de créatrices, de créateurs. Il y a un trait commun quand même, vous arrivez à le repérer, ça? Oui, comme j'ai dit auparavant, c'est cette volonté de vouloir changer le monde, peu importe si c'est à un niveau régional, local ou plus global, mais changer le monde qui, elles ou ils habitent, et même de plier les règles autour d'eux ou d'elles. Ça, c'est l'aspect intéressant, d'aller au-delà et de ne pas accepter le status quo, disant, OK, c'est bon, je peux essayer d'améliorer les choses, mais vraiment d'échanger les règles. Et ça, c'est les traits qui en commun, qui arrivent à les faire devenir si fortes, si puissantes, avec cette énergie totale de dédication aux choses. Il y a l'autre élément que je trouve, et là, ça résonne avec, moi, je dirais, avec mes origines italiennes. En tant qu'invité ici en Suisse, je ne fais pas partie de ces milieux-là. Et pourtant, comme les entrepreneurs, il y a cette envie de vouloir être apprécié, accepté. Ça, c'est important. Et un entrepreneur qui veut avoir succès, finalement, le fait pour dire « OK, je le fais ». Et ça, c'est la magie, de pouvoir accompagner ces entrepreneurs dans ces chemins, ou entrepreneuses. Parler des qualités pour entreprendre. Quelle part laissez-vous à votre intuition, votre instinct, quand il s'agit de vous faire une opinion sur un projet? Les seuls actes, entre guillemets, émotionnels que j'ai fait, c'est par rapport à l'évaluation des équipes. Donc, en fait, de l'équipe fondatrice ou fondateur d'une société. Parce que c'est un lien qui est typiquement émotionnel. C'est un lien qui est d'ailleurs, plusieurs entrepreneurs ont ces côtés émotionnels qui les relient entre eux. Et ça, c'est l'acte, à mon avis, les plus irrationnels qu'on fait. Vous avez déjà refusé un très beau projet parce que l'équipe, vous ne la sentiez pas? Non, on est très structuré dans les processus. On reçoit environ 400 demandes de soutien chaque année. Hein. Donc, on doit accepter une vingtaine. Donc, on doit avoir un processus qui est très structuré, qui est très encadré, où en fait l'aspect de la valorisation, de l'évaluation de l'équipe, elle est basée finalement sur également des règles d'engagement, des règles de compréhension. L'aspect émotionnel, c'est une petite touche qu'on peut mettre, oui, mais ça ne correspond pas à notre manière de travailler, bien sûr. Donc on sent le côté investisseur financier quand même aussi très, très important. Et à ce sujet, quel est pour vous le modèle d'investisseur que vous suivez? Est-ce que vous êtes inspiré par un Warren Buffett, donc un Américain, ou bien par un Suisse, Hans-Jörg Wyss? Quel est le gourou d'investissement que vous trouvez vraiment intéressant à suivre? Je pense que la réponse est, même pour ces deux personnages si exceptionnels et si unique, c'est toujours la création de la valeur. Okay? La valeur, après, on doit définir la valeur. La valeur, c'est pour soi-même, pour sa famille, pour la communauté, pour la société ou pour le monde entier. Et je pense que ce qu'on est en train de faire à travers la fondation, c'est de la valeur, créer de la valeur d'abord pour les cantons de Genève, parce que c'est la G des Fongites, c'est bien Genève, mais on regarde et on constate tout de suite qu'on ne peut pas se limiter qu'à Genève. Et c'est inévitable que les projets vont bien au-delà de ça. Et donc, je pense que même les investisseurs, quand ils décident de faire un investissement, je pense que tous les bons investisseurs, et d'ailleurs tous les investisseurs qui ont eu du vrai succès durable, ils n'ont jamais cherché l'argent.
à gagner l'argent. L'argent est toujours la conséquence. Et toujours la conséquence de voir des choses, et toujours la conséquence de voir un bon projet, de voir de la valeur générée. Et après, l'argent, c'est la métrique qu'on mesure les succès, mais c'est jamais le but. Et vous, à titre personnel, privé, vous êtes toujours investi dans certains projets, certaines sociétés? Moi, j'ai arrêté d'investir parce que j'ai vu que ça crée un peu de confusion. Et je vais être vraiment neutre par rapport à mes décisions. Par contre, la chose intéressante, que toutes les personnes qui sont autour de la FONGIP, de la fondation, on a un réseau d'investisseurs qui est très large. Ces personnes peuvent rentrer, peuvent investir dans les projets. Ça, c'est l'avantage. On y reviendra dans la deuxième partie, oui. Mais avant cela, Antonio Gambardella, vous êtes également musicien, vous jouez de la guitare. Quelle place occupe la musique dans votre vie? Très importante. C'est la seule. C'est l'île de réflexion. C'est les côtés les plus privés que je peux avoir. Et ça aide beaucoup également dans le business. Pourquoi? Parce que le langage musical, qui est un langage très particulier, c'est un langage qui est à la base de intention, de projection, de potentiel. À chaque fois que quelqu'un produit de la musique, cette personne, il ou elle a une intention musicale qu'il veut transmettre. Peut-être à soi-même, peut-être à d'autres qui écoutent, peut-être dans un concert. Et cette projection, c'est exactement, à mon avis, je retrouve pas mal d'idées avec la projection de l'entrepreneur qui veulent démontrer comment le monde va venir. Finalement, la production musicale est un acte de manifestation du potentiel lié à une idée. Et la mise en œuvre d'un entrepreneur dans ce processus d'innovation, c'est justement la possibilité de mettre en acte une idée et de la réaliser. Donc, je trouve des similarités. Peut-être c'est un peu forcé, mais j'aime bien de penser ça. Antonio Gambardella, la FONGIP, donc la fondation que vous dirigez depuis 2014, fête ses 30 ans d'existence, on le disait en introduction. Alors, on va faire le bilan dans quelques instants, mais rappelons un petit peu avant que fait la FONGIP. Donc, elle encadre, elle coach en bon français des startups, elle les finance aussi en partie. C'est une vingtaine d'employés, sauf erreur, la FONGIP. Actuellement, combien de startups sont installées près de vous dans vos locaux à Plan-les-Ouates? D'abord, la Fondation soutient en général 130, 140 projets dans tous les cantons de Genève, dont, je pense, une trentaine sont installés dans nos locaux. Mais l'aspect physique devient, je dirais, de moins en moins important parce que c'est un des 4 piliers de l'activité, donc l'aspect des bureaux qui sont importants, surtout pour créer une communauté. C'est l'effet de la pandémie? C'est l'effet de la pandémie, mais c'est l'effet également que les entrepreneurs deviennent avec des exigences très spécifiques. Souvent, les entrepreneurs veulent rester à proximité, soit de leur laboratoire, par exemple aux universités, soit de leurs clients, par exemple les quartiers des banques pour les fintech. Donc, moi, je suis le premier à dire il faut que vous ayez des bureaux là-bas. Et quel est le facteur de réussite le plus important, ou bien au contraire l'échec le plus fréquent que vous observez dans les startups? Dans les startups, je pense que c'est très rare de voir un projet faire aller mal ou avoir un échec à cause de la technologie, en fait. Surprenamment. Parce que souvent, c'est question que l'itération des modèles de business, ça peut être assez rapide. Et je pense que finalement, c'est l'équipe. La raison la plus importante, c'est l'équipe. Ça peut être les timings. On a un produit qui n'est pas exactement au bon moment, au bon marché. Mais là, c'est également notre rôle de les aider un peu à diriger la chose. Mais je pense qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes d'équipe, c'est très, très compliqué de redresser la chose. On parle d'un problème d'équipe, mais au sein d'une équipe qui dysfonctionne, il y a aussi des récurrences dans ces problèmes? Oui. Il y a des récurrences. Il y a des récurrences qui peuvent être mitigées, d'ailleurs. Il y a des récurrences, par exemple, avec des équipes de cofondateurs. D'ailleurs, une start-up qui est fondée par 2 ou plus fondateurs, c'est déjà, entre guillemets, c'est différent par rapport à une société qui est fondée par une seule personne.
Et on a des problématiques qui sont véritablement différentes. Typiquement, les solo founders, les seuls entrepreneurs, il est encore plus dans sa tête, dans sa réflexion. C'est encore plus compliqué souvent de parler avec cette personne. Tandis que les équipes qui sont avec plus d'un cofondateur, on a un dialogue qui est déjà naturel. Mais on a des dynamiques qui peuvent être différents. Ils peuvent être des enfants, des amis, d'école. Donc, il y a ils peuvent être mari et femme, ils peuvent être épouses, entre eux, ils peuvent être frères, ils peuvent être... on a plusieurs dynamiques. Et là, il faut faire justement attention à prévenir tout ce qui peut se passer. D'ailleurs, la Fongit, on fait exactement ça. Parmi autres choses, quand la société va s'incorporer, on les aide, par exemple, à mettre noir sur blanc un contrat, on appelle un pacte actionnaire, où finalement on peut bien aider les fondateurs à régler des problèmes, si jamais on a des problèmes. Quel type de problème? Un divorce entre mari et femme. Alors là, c'est un problème. Donc, peut-être une société qui a été fondée 50-50. Vous savez que les investisseurs privés, dans les checklists qu'ils ont, quand ils font les screenings ou l'analyse des sociétés, si la société est cofondée par un couple, ils font un ranking, une valorisation qui est beaucoup moins bas. Ils voient des risques majeurs par rapport à ça. Donc les époux Clausel qui ont réussi à créer Idorsia et d'autres sociétés c'est l'exception Non, ce ne sont pas les exceptions, heureusement. Mais il faut bien justement... Moi, j'ai des sociétés extraordinaires avec des couples. Vraiment extraordinaire. Mais là, c'est qu'on a essayé... l'espoir au couple, quand même. Oui, on a essayé on a de l'espoir, oui. Non. Ils vont très bien. Il faut simplement, justement, une petite modification. Sur les 30 ans que la Fongit fête en ce moment, quelle est la plus célèbre start-up, l'entreprise qui serait connue du plus grand nombre de personnes ici? La réponse facile est la prochaine. Ça, c'est la facile. Après, je peux vous répondre... d'une manière vraiment liée à mon travail et au sens de mon travail. Si vous parlez d'une société, si vous parlez d'un investisseur pur, la réponse à cette question sera évidemment la société qui a levé plus d'argent avec des valorisations dans la région des licornes, qui est un animal mythologique. Ce serait dans cette catégorie-là, ce serait laquelle? Ce sera Sonar Source, ce sera Proton, ce sera TVP Solar, ce sera Celexis, donc, ce sont des sociétés qui sont très, très importantes. Mais notre rôle à la Fondation est différent. Notre but, ce n'est pas de créer des licornes. Notre but, c'est de créer des sociétés durables. On peut rappeler, c'est au moins $1 milliard de valorisation. 1 milliard de valorisation, ça veut dire des sociétés qui ont levé beaucoup d'argent pour les valoriser autant. Et pour nous, notre métrique est vraiment de créer des sociétés durables. Durables dans le sens où peut-être ils vont engager 2, 3, 4 personnes, être autonomes et produire quelque chose qui fait améliorer notre vie. Pour moi, là, c'est un succès. Et je pense que c'est ce type de société que la Fongit doit soutenir. En fait. Quel est le taux de réussite des sociétés? Vous disiez donc 400 dossiers, une vingtaine retenus chaque année. Sur ces 20, combien vont réussir selon vos critères? C'est notre critère, à nouveau, c'est très élevé. On a plus de 80% des sociétés qui survivent après 5 ans. Dans l'esprit que je viens de vous évoquer, donc le fait qu'au fur et à mesure que la société devient durable, et ça, pour nous, le but, la mission est accomplie. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles j'ai quitté l'investissement privé dans les fonds d'investissement, exactement ça. Parce que souvent, on peut avoir des sociétés qui sont, je dirais, OK pour la durabilité, pour avoir du monde, pour engager du monde, mais ce n'est pas intéressant comme retour financier. Et à ce moment-là, souvent, l'investisseur a le réflexe d'arrêter le soutien, de tirer la prise, comme on dit, et de tuer finalement des sociétés qui ne deviendront jamais de licornes, mais peu importe, ils sont là pour créer l'économie de demain et contribuer à l'emploi du futur. Il y a aussi le taux de rendement qui peut être un élément d'évaluation de la réussite ou pas de ces sociétés que vous soutenez. Sauf erreur, la Fongit peut verser une bourse jusqu'à 40 000 francs, puis ensuite il y a des prêts d'amorçage, une centaine de milliers de francs, des prêts de croissance qui peuvent être de
plutôt de 400 000. Là, est-ce que sur ces 30 ans, vous avez un retour? C'est aussi de l'argent, on a oublié de le dire, mais c'est le canton de Genève qui est derrière la Fongite. C'est de l'argent en partie public qui est investi. Quel est le taux de rendement de ce capital? C'est un taux de rendement suffisamment intéressant pour continuer et pour financer encore plus. Moi, je dirais, c'est à nouveau, je ne vais pas rentrer sur les terrains typiquement de l'investisseur privé, quand on parle de taux de rendement, mais je peux vous garantir qu'il y a un taux de rendement qui est au-delà de 15%. De IRR, comme on dit. C'est le taux de rendement interne dans l'investissement. Et donc, c'est déjà intéressant. C'est déjà très intéressant. Mais les métriques que j'aime fournir à l'État qui nous soutient, et le canton de Genève a été évidemment essentiel dans cette démarche, sont plutôt des résultats, des métriques liées à la création d'emplois. Alors, combien d'emplois? La Fondation a créé plus de 1400, 1500 emplois dans les dernières dizaines d'années. Facilement. La Fondation les sociétés de la Fondation ont été parmi les premières créateurs d'emplois ces derniers 3 ans. Donc, sociétés comme justement Sonar Source, Proton, qui ont engagé beaucoup de monde, c'est vraiment la matérialisation que l'investissement dans l'innovation a un retour. Mais à l'échelle des 30 ans, puisque c'est l'anniversaire, vous avez un chiffre, nombre d'emplois qui ont été créés sur ces 30 années? Moi, je resterai sur ces chiffres-là parce qu'il faut comprendre que quand je suis arrivé à la Fondation, la Fongite soutenait environ 25 projets. C'est très petite. Et maintenant, on a plus de 140. Donc, on a une accélération très importante. On a eu justement la chance d'avoir de sociétés qui ont été rachetées entre-temps. Par exemple, Selexis, société de la biotech qui a été rachetée. Et donc, vu que nous aimons rentrer dans les capitales de ces actions avec l'argent, vous avez cité tout à l'heure les 100 000, les 400 000, on aime rentrer dans les capitales. Dès qu'il y a une sortie, l'argent revient dans la caisse de la Fongite. Et quel est le but? On est une fondation. Ça veut dire que cela nous permet d'investir encore plus. C'est comme ça qu'on a pu accélérer le développement. Dans la durée, ces emplois restent pour la plupart à Genève? Oui. Alors, au bout d'un moment, il y avait une certaine tendance, surtout quand on avait un investisseur étranger, je dirais, obliger, entre guillemets, la société à se déplacer auprès ou vraiment plus proche à l'investisseur. Surtout les Américains aimaient faire ça. Maintenant, ils ont compris que ça ne vaut rien. Pourquoi? Mais c'est très logique. Si vous avez, finalement, quelle est la ressource vraiment rare de ces sociétés? C'est les talents. Donc, si vous avez quelqu'un qui veut habiter à Genève, il est un talent qui se peut permettre de décider où vouloir travailler, c'est clair que la première chose qu'il va faire quand la société va être déplacée, il va partir. Donc, ils ont compris, même les investisseurs, que la meilleure chose, c'est que les sociétés puissent se développer dans l'ancrage de la région où ils sont. Répondant à votre question, oui, les emplois habituellement restent sur les cantons pour cette raison. La diversité aussi des secteurs dans lesquels vous intervenez mérite d'être relevée. Vous avez mentionné Proton, donc là c'est les services informatiques, de la cybersécurité, des messageries. L'autre c'était la biotech. Il y a encore Taurus qui est dans la tokenisation des actifs. Mais il y a aussi connu de tous les jeunes voix maintenant OneDoc pour prendre des rendez-vous. On recevait aussi ce printemps Paul Charmillot de Magic Tomato. C'est volontaire, c'est stratégique d'avoir cette diversité de profils au sein de la Fongite? Oui. Parce que malgré notre rôle privilégié d'observateur, on est toujours en retard par rapport aux nouvelles tendances technologiques. Souvent, on a l'ambition, la tentation, je dirais, de la part de quelqu'un de dire « Ah, il faudrait viser plutôt la clean tech à Genève, il faudrait viser plutôt la cybersécurité. » Et vous savez quoi? On est toujours en retard. Donc, ce sont les entrepreneurs qui doivent nous parler, nous dire quels seront les secteurs qu'ils vont viser pour demain. Donc, la seule chose, notre travail, in fine, est assez simple. Nous observons, nous regardons, nous accueillons d'une manière neutrale et bienveillante les entrepreneurs, on essaie de les soutenir. Le résultat est qu'on a des secteurs qu'on ne pensait même pas d'avoir il y a 5 ans. Par exemple? Par exemple, le secteur de Proton, c'est pas que de la cybersécurité, c'est vraiment de la confiance numérique.
C'est ça les secteurs dont on parle. C'est la confiance numérique dans un sens très large, qui implique évidemment la messagerie sécurisée, mais qui implique également la signature, comme moi j'ai une société qui est arrivée, une autre société qui veut faire du stockage sécurisé. Donc on a tous ces éléments qui se mettent ensemble. Et finalement, si vous me dites, il y a 5 ans, Antonio, tu penses quel est le secteur? Je n'aurais jamais dit l'aspect justement de la digital trust, donc de la confiance numérique en soi. Antonio Gambardella, pour terminer cette émission, notre quiz utile ou futile? Je ne sais pas s'ils sont utiles ou futiles, mais vous êtes plutôt Elon Musk ou Steve Jobs? Steve Jobs. Pourquoi? Parce que je viens d'écouter pour des raisons l'annonce 2007 de l'iPhone récemment. Et là, on voit vraiment quelqu'un, on parlait tout à l'heure des entrepreneurs, on voit quelqu'un qui voit le futur et qui a cette capacité de vraiment déplier le monde autour de ce qu'il voit avec la résilience typique de l'entrepreneur. Je ne veux pas dire qu'Elon Musk ne soit pas, mais Steve Jobs, il a compris que tout part de l'usabilité des choses. Je vous invite à voir à nouveau l'annonce de 2007. Un iPod, un phone, un iPod, phone, Internet, iPod, c'était génial. 2 autres patrons maintenant, Étienne Journeau ou Nicolas Hayek? Moi, j'aime beaucoup Nicolas Hayek pour tout ce qu'il a fait, malgré le fait qu'il venait d'une situation qui était hyper compliquée, en fait. Moi, je trouve très intéressant. Et surtout, j'aime bien le fait qu'il était comme moi, en fait, entre guillemets, invité en Suisse. Donc, il n'était pas d'origine suisse. Liban, oui. Et Étienne Journeau, il a une société à Genève maintenant, OM Pharma. Vous le côtoyez parfois? Oui, mais on ne l'a pas soutenu, malheureusement. Ouais. Ah, c'est un regret que vous avez? Ouais. Des fois, ça arrive que ça passe entre les mailles du filet. Oui, mais surtout parce qu'il s'agit d'une société dans les sciences de la vie qui était soutenue par une autre fondation de l'État de Genève qui s'appelle Éclosion. On parlait de musique au début de l'émission. Vous préférez Isaac Albéniz ou Carlos Santana? Alors, Carlos Santana, pour l'abnégation d'apprendre un instrument de la manière comme il a fait. Mais Albéniz, évidemment, c'est un auteur que j'aime beaucoup et je joue souvent ses partitions. Mais c'est vrai que en fait, c'est la musique. Donc, je pense... je refuse cette réponse, en fait. C'est les deux. Merci beaucoup, Antonio Gambardella, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de l'invitation. Merci, Frédéric Lelièvre. Merci, Vincent Magny. On se retrouve la semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouvelles entrepreneuses et entrepreneurs en Suisse romande, dans B2B. Portez-vous bien et à bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. C'était B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.